Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission Entretien. Aujourd'hui, pour parler de l'UDPS, parler de la situation politique en République démocratique du Congo, les divorces politiques qui battent son plein. On a reçu pour vous un politologue et puis il est aussi coordonnateur de la dynamique de politologues de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Monsieur Christian Moleka. Avec lui, on va essayer de répondre à certaines préoccupations. Peut-être que vous êtes à la maison, vous vous posez des questions sûrement sur la réaction de nos politiques, comment les choses vont évoluer. Il est mieux placé parce que c'est son domaine. Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour. Comment vous allez? Vous êtes au courant de la situation politique? Voilà. Aujourd'hui, l'UDPS, au sein de l'UDPS, il y a Jean-Marc Kabound qui divorce avec l'UDPS. Il crée son propre parti. Hormis cela, il se présente comme candidat. Avant de parler de tout cela, selon vous, votre analyse, quand vous avez suivi les images de M. Jean-Marc Kabound, psychologiquement, vous pensez qu'il est stable? Merci beaucoup pour la question. Je pense que si on de ce que nous avons vécu depuis mars, qui a été visité, avec tous les dégâts qui sont suivis et ses déclarations politiques, et enfin son départ de l'Assemblée nationale. Je pense qu'après 4 mois, on ne peut pas dire qu'il soit dans la réactivité. Je crois qu'il a pris le temps de mûrir, en tout cas de maturer sa décision. Et donc j'ai davantage vu l'acteur qui joue un rôle qu'un monsieur instable. Parce qu'il a quand même repris des éléments de langage qui montraient le côté acteur, c'est-à-dire le monnier qu'il a conservé, qui est une symbolique forte à l'UDPS, qui se rattache à Etienne Tshisekedi. Ensuite, là, il n'a pas mis des vestes, c'est-à-dire il a gardé une chemise simple avec cravate, comme pour dire qu'il reste le combattant de terrain, pas le bureaucrate ou le technicien qu'il était devenu à l'Assemblée. C'est une symbolique assez forte qui montre le rôle qu'il veut jouer, c'est-à-dire rester dans la Tshisekedi, plus ou moins, selon ses propres déclarations, et garder son côté combattant, hargneux, bagarreur, en enlevant la veste qui incarne le technicien, le politique qu'il était à l'Assemblée nationale. Voilà, il a quitté l'UDPS, il a créé son parti politique, mais avant de quitter, il a créé de petits soucis. Pour lui, il est vrai, il était obligé de lancer ses propos diffamatoires contre le président de la République, contre les institutions de la République, pour qu'il se trouve ou bien qu'il retrouve une place dans la société congolaise? Bon, il a fait un choix, je dirais, de confrontation. Le Kabound, c'est quand même un pur produit de l'UDPS, et l'UDPS s'est toujours caractérisé, même dans l'opposition, par un discours très véhément, parfois agressif, à l'égard des institutions. Donc il ne fallait pas attendre de lui une autre forme d'ADN, c'est la moule dans laquelle il a grandi et dans laquelle il a politiquement évolué. Et donc il a pris les mêmes armes que l'UDPS a utilisées hier contre Mobutu ou hier contre Kabila, pour l'utiliser contre l'UDPS. Donc ce sont des choix, des armes, notamment de la confrontation, et connaissant certainement la psychologie de l'UDPS, il savait qu'en choisissant les armes de la confrontation, il y aurait une réaction qui le mettrait au centre de l'action médiatique. Et je crois que sur ce point-là, il a quand même réussi à s'imposer médiatiquement, parce qu'on ne parle que de lui politiquement depuis une semaine. Mais c'est un choix qui a son revers. C'est qu'en choisissant la confrontation, il s'est radicalisé et s'est donc donné en ennemi potentiellement dangereux pour l'UDPS, et politiquement, l'UDPS répondra certainement par la volonté de l'écraser. Et voilà, l'UDPS de son côté, il a préféré aussi réagir. Hein. Kabouya, M. Augustin Kabouya s'est levé pour répondre. Mais vous-même, quand vous avez suivi sa façon de parler, sa sortie médiatique, quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Bon, déjà, je trouvais que c'était inopportun, de mon point de vue, cette stratégie de faire du tic au tac. Si Kabound a fait le choix de l'attaque frontale avec tous les dégâts possibles que ça suit, est-ce que l'UDPS avait nécessairement
comme organisation, besoin de faire une attaque frontale également pour répondre. Parce qu'à qui profite cette confrontation? Je ne pense pas que ce soit l'UDPS. C'est à Jean-Marc Kabound, parce que lorsque vous êtes en système au pouvoir et que vous voulez challenger un rival, ça veut dire que vous le mettez à votre niveau. C'est ça la communication non verbale. Je ne monte sur vous, je monte avec vous dans un ring parce que nous sommes challengers. Si je ne suis pas votre challenger, je ne monte pas avec vous sur le ring. Le fait que l'UDPS ait choisi de le répondre de manière frontale veut dire qu'en termes de challenger, ils l'ont positionné comme un challenger. C'est Kabound qu'on a fait grandir et pas l'inverse. Maintenant, sur le contenu du discours politique, il y a de quoi redire. Est-ce qu'il fallait, comme secrétaire général, construire ces genres d'éléments de langage fondés davantage également sur les attaques personnelles que sur une réponse des questions des fonds qui étaient abordées? Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments de communication qu'on pouvait revoir, et je ne suis pas partisan du tic au tac. Il y a beaucoup de mécanismes de communication verbale et non verbale sur lesquels le parti pouvait, l'UDPS, si les communicateurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont conseillé, auraient pu utiliser, mais prendre le choix de répondre frontalement, se mettre Kabound en challenger et donc de l'élever. Et voilà, UDPS, les deux enfants de l'UDPS se sont battus, ils ont tenu des propos qu'ils devraient tenir. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas déjà plusieurs portes ouvertes des conflits pour le président Félix Tshisekedi? Bon, déjà, l'UDPS, tout du moins la mouvance présidentielle aujourd'hui, est traversée par beaucoup de lignes de clivage. Il y a des clivages entre ceux de la diaspora, qui sont essentiellement la présidence, les militants locaux, si on peut dire comme ça, qui estiment avoir longuement travaillé et qui ne se retrouvent pas au cœur de la décision. Il y a des clivages entre Kananga et Mbujimaï. Il y a des clivages entre, même en Mbujimaï, il y a des clivages entre ceux qui se disent que nous sommes de la Bakwatombolo et tout le reste. Il y a des clivages à l'intérieur du parti entre beaucoup de camps. Kabound avait cristallisé beaucoup de conflits par sa manière de gouverner. Il a donc créé beaucoup de franges, qui sont avec les Chilumba, les Chilumbu, Paul Chilumbu, ou avec même Jacques Chabani, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de zones de clivage. Mais dans toutes ces zones de clivage, l'avantage, c'était qu'il y avait quand même un pivot fort, qui s'appelait Kabound à l'époque, et qui pouvait tenir la maison. Depuis son éviction, le sentiment premier, c'est qu'aujourd'hui, il manque un capitaine fort d'abord, à l'intérieur du bateau, en tout cas pour l'instant, qui peut tenir la maison, et donc la maison valse. Ensuite, au niveau du Parlement, c'était également un pivot fort qui pouvait tenir la majorité. On a préféré l'éjecter. Et là encore, on a une majorité qui n'a pas de capitaine jusque-là qui tient la maison. Ça, c'est d'un point de vue interne. D'un point de vue externe, c'est que l'UDPS, ou la mouvance actuelle, a créé beaucoup de mécontents. D'abord avec le procès 100 jours avec Vital Kamerhe, même si on tente aujourd'hui d'arranger, de soigner, avec le FCC qui était son partenaire du début de mandat dans la rupture dont on connaît les conditions, avec Katumbi allié mais en même temps ennemi, ami-ennemi, parce qu'il y a d'un côté la loi Tchani dans les tiroirs, en même temps la volonté de l'écarter. Vous voyez, avec Matata qu'on poursuit en justice, ainsi de suite. Donc en très peu de temps, le pouvoir s'est créé beaucoup d'ennemis. Peut-être l'opportunité pour elle jusque-là, c'est que cette opposition ne se réunit pas. Mais elle s'est créé beaucoup d'ennemis. C'est déjà un danger. C'est déjà un danger. Et si ces ennemis se transforment en communauté d'intérêt, ce serait une plus grande menace pour elle. Et voilà, la stratégie que préfère utiliser Kabound, les injures, les insultes. Aujourd'hui même, il est revenu sur la même chose sur RFI. Est-ce que vous pensez que cette stratégie, c'est une bonne porte pour une porte d'entrée dans la scène politique de Kabound pour la population congolaise? Moi, je ne pense pas que les injures puissent constituer une stratégie. Je crois qu'il a choisi la confrontation. Et malheureusement, comme je l'ai dit avant, c'est que dans les choix des éléments de langage, que ce soit dans les passés récents, vous pouvez essayer de relire ce que je peux appeler la lexicologie de l'UDPS. Si on devait écrire la lexicologie de l'UDPS, vous trouverez toujours, de manière récurrente, des mots presque à la limite de l'acceptable vis-à-vis des adversaires politiques. Qu'il s'agisse de Kabila, qu'on a toujours appelé monsieur, ou avant, et Kabound l'a repris, il parlait de monsieur Félix Tshisekedi,
très peu du président Tshisekedi. Il sait que cette rhétorique-là va blesser. Il y a les attributs, que ce soit Ndeke, Tchakou National, que l'on sait construire. Il a construit des catchphrases. Il savait qu'en disant, par exemple, danger public, en utilisant les mots jouisseur, en touchant les mots comme stagiaire, ce sont des mots qui, dans notre paysage politique, circulent déjà, allaient cristalliser les émotions et donc le booster médiatiquement. Effectivement, ce sont les mots qui ont cristallisé les émotions dans le débat politique et qui ont donc poussé à la réaction de l'UDPS, stagiaires, jouisseurs et tout le reste. Et donc, ceux qui l'ont conseillé en communication ont simplement étudié psychologiquement le comportement de l'UDPS, ont étudié les éléments de langage qui font mal, parce que ce sont des techniques qu'ils ont utilisées dans les passés, et ils l'ont utilisé pour l'UDPS. Ce qui est nouveau, c'est que c'est l'UDPS qui a toujours construit ce discours pour les autres. Et c'est une première d'avoir l'UDPS au pouvoir et un acteur qui construit la même démarche pour l'UDPS. Et donc, à voir la réaction, on peut sentir que ce sont des techniques qui ont touché. L'Assemblée nationale se sentit lésée. Il a écrit, il y a un communiqué qu'il a rendu public où il condamne les propos de Jean-Marc Abound, les propos auxquels nous faisons allusion. Il accuse le président de la République. Il y a l'incompétence, la gratuité non réalisée, les promesses non tenues. Est-ce que vous pensez que c'est parce que lui-même, il a été parmi les gens qui ont élaboré tous les projets, tout ce que le président de la République aujourd'hui concrétise ou il n'a pas concrétisé? Les autres partis politiques ou les autres politiques qui sont restés, nous avons vu avec Moïndo Zangé, qui a divorcé avec Katumbi. Mais ça n'y donne pas, ça ne frappe rien. Donc ça ne frappe pas par rapport à Kabound. Est-ce qu'il y a quelque chose que le peuple pourra trouver dans Kabound pour ramener les changements? Bon, ça il faut demander au peuple. Ce que je peux quand même dire, c'est qu'après avoir fait 4 ans, pratiquement 3 ans et demi avec le président, et lorsqu'on décide de prendre sa casquette d'opposant, on doit s'en distancier. Les éléments de langage présentés, c'est simplement une volonté technique de se distancier de la gestion, alors qu'il a été l'un des acteurs majeurs de cette gestion. Et que les récriminations ou les critiques peuvent autant porter sur lui que sur la gestion du pouvoir. Mais comme acteur, il a besoin de se distancier pour incarner une ligne nouvelle. Et donc, les éléments de langage servaient justement à se distinguer, à se distancier en disant, voilà, j'ai conseillé, j'ai proposé, ils n'ont pas écouté. J'ai tenté en interne, ils n'ont pas écouté, donc j'assume, je m'éloigne. C'est un discours qu'on construit pour pouvoir jouer un rôle nouveau sur la scène politique. Maintenant, est-ce que le peuple peut trouver en lui une offre politique nouvelle? Ça, c'est aux Congolais d'en décider. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en manque d'une offre politique nouvelle. La majeure partie des acteurs, si pas l'essentiel, ont déjà géré dans un passé récent, depuis 2006 jusqu'à ce jour. On peut peut-être en tirer 2 ou 3 qui n'ont pas géré. Et donc, pour l'ensemble, les Congolais n'ont pas ressenti, en tout cas à grande satisfaction, des retombées dans leur vécu. Et on a comme un sentiment presque partagé du surplace. Est-ce qu'en se distanciant du président Félix, en prenant un discours plus radical, on donne une offre politique qui peut rassurer les Congolais demain? Ça, c'est autre chose. Et ce serait aux Congolais de le démontrer dans les élections, qu'ils auront accepté ou non de suivre sa position. Maintenant, s'il y avait eu des sondages, on aurait pu peut-être organiser un sondage pour saisir la perception, mais comme on n'a pas pu techniquement faire un sondage, il est difficile de donner le point de vue de la population. Mais de manière générale, il a surfé sur les frustrations et les éléments de langage très partagés pour cristalliser l'émotion, et sur ce point médiatique, il a quand même réussi. Mais pour le reste, ce sont les urnes qui vont démontrer si, oui ou non, il y a, je dirais, une sorte de mobilisation derrière ce nouveau combat. Jean-Marc Abound a lancé une bombe qui, non seulement l'IDPS qui en est victime, mais tous les partis politiques congolais. Le président Félix Tshisekedi, il se présente encore comme candidat en 2023. Est-ce
ça sera un échec ou une réussite avec ces comportements que nous vivons aujourd'hui, des divorces internes? Bon, les élections, c'est la rencontre entre un peuple et un peuple. C'est plus compliqué que les élections aux législatives, ainsi de suite. Et en même temps, c'est qu'il y a un contexte à prendre en compte. C'est qu'il s'est un président en exercice, avec beaucoup plus de moyens que ce qu'il a fait en 2006. Je dirais même une partie de l'opinion sociologiquement défendant son bilan ou son action. Et donc, il est possible qu'il cristallise derrière lui, puisque dans sa famille politique, probablement il n'y aura pas d'autres candidats, une base électorale qui permette, quel que soit le bilan qu'il puisse présenter, de tenter un deuxième mandat. Maintenant, il ne sera pas seul. Est-ce que Kaboun a les capacités dans l'espace Kasaï de marginaliser les présidents? C'est peu évident. Que ce soit Kasaï central ou Kasaï oriental, personnellement, je ne pense pas qu'il soit dans les capacités de marginaliser les présidents. Maintenant, est-ce qu'il va faire alliance avec d'autres candidats pour créer un bloc plus grand? C'est une éventualité. D'aller en bloc avec d'autres et créer, je dirais, une communauté d'intérêt qui permette de basculer le président Félix. Si l'opposition pouvait aller en bloc unifié, peut-être, parce que nous sommes dans un scrutin à un tour, nous n'aurons pas de tour, donc il n'y aura pas de report de voix. Donc si l'opposition va avec 5 têtes, Katumbi, peut-être Kabila ou Livlembe ou Fayoulou, ou Matata, plus Kabound, plus d'autres qui vont se prononcer certainement, une opposition à 7 têtes va disperser les voix et en face avec un bloc plus ou moins monolithique, même sans grand bilan, on pourrait avoir un président faiblement élu. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, on parlait des 32%. Et puis, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, ce sera le taux de participation des Congolais. Depuis 2006, nous perdons en taux de participation. Nous avons commencé à 76% et en 2018, nous étions à 52%. Peut-être qu'en 2023, il y aura 40% des Congolais qui iront voter. Donc, moins il y aura de participation, peut-être que ce sera profitable à celui qui est en pouvoir. Et plus il y a participation, peut-être la donne pourra changer. Tout est question de la capacité de ce bloc à s'organiser, à mobiliser la population et également de la sincérité des scrutins. Parce que on peut faire un bon boulot si les scrutins ne sont pas aussi sincères et ne reflètent pas la vérité des urnes, comme nous aimons bien dire. Voilà, ce serait autre chose. Voilà. Aujourd'hui, il y a déjà 10 à 7 candidats qui se sont déjà présentés comme candidats à président, sans projet. Est-ce que vous pensez que la politique congolaise, la scène politique, doit continuer avec les candidats qui se présentent sans projet de société, mais qui tentent, avec leur intérêt, bon, on dira personnel, peut-être de leur parti politique, séduire la population? On doit continuer comme ça? On ne devrait pas continuer comme ça, mais le grand problème, c'est que nous avons un système partisan qui ne tourne pas autour des idées, autour des convictions, autour des individus. Et donc le positionnement politique au Congo, c'est autour des individus. Soit celui qui est au pouvoir, et donc comme c'est le centre de domination, et ainsi de suite, où on y va, soit autour d'une opposition. L'alternative à remplacer le pouvoir et à devenir le prochain, donc on y va. Ce n'est nullement un attachement autour des idées, des convictions, des idéologies. Donc on n'a pas un débat de fond qui porte sur un projet, sur un programme, sur une vision d'action. Dans ces contextes-là, on ne peut pas avoir un débat de projet. Par exemple, vous demandez au candidat président, vous voulez devenir président, mais qu'en comptez-vous faire? Et qu'en comptez-vous faire? Ce n'est pas une sorte de chapelet d'intention qu'on énumérait. C'est de dire, voilà, moi je suis candidat président de la République. Si je suis président de la République, je dois relever de 15% la couverture énergétique du Congo, c'est-à-dire passer de 16% de couverture électrique aujourd'hui à 32%. Et pour faire 16% de plus, il faut un investissement à autant de milliards. Et c'est autant de milliards, je l'aurai en mobilisant autant de recettes en interne, en montant de tels PPP. Je vais les réaliser à tel endroit, parce qu'en termes d'aménagement de territoire, si on les fait là, il a un fait intégrateur et qu'il apporte tel en termes d'évaluation, par exemple, de la pêche ou de l'agriculture. Si je suis président de la République, je suis défenseur de l'agriculture, je ferai passer le budget de 3 ou de 6 à 10% ou à 15% de l'agriculture et que je mettrai mon action. C'est ça le débat qu'on devrait avoir. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans le monde, le débat autour de la sécurité alimentaire. Avec la guerre en Ukraine, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité énergétique pour les Européens, c'est comment trouver des sources alternatives, c'est l'inflation, c'est comment augmenter le pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'au Congo, on a ce débat-là?
Qui parle de sécurité alimentaire? Personne. On attend que la crise vienne. Et puis après, on va faire notre débat. Il a volé tel, il a tel million, lui il a construit telle maison, d'ailleurs lui il a fait des comptes là-bas. C'est les débats que nous faisons chez nous. Il n'y a aucun débat programmatique et nos partis politiques ne sont pas outillés ou tout du moins préparés à amener ce débat-là. Parce que justement, au sein des partis politiques, il n'y a pas de débat. Combien de partis politiques ont à l'intérieur des écoles ou des jeunes élites? Ailleurs, on a des universités du parti. Chez nous, le parti politique, c'est aller chanter « J'allais l'audimaton soir pour l'autorité morale ». Vous chantez, peut-être à la fin, on vous donne un peu de transport et vous rentrez chez vous. Il y a très peu de formation des cadres. Conséquence, le jour où les partis arrivent au pouvoir, on n'a même pas préparé les cadres, on ne sait pas les utiliser. On cherche des conseillers à l'extérieur, certains viennent du pays voisin ou de l'Europe pour travailler, alors qu'on a des cadres ici qu'on n'a pas pu former. Ils seront frustrés et demain, nous avons affaibli le parti. Parce qu'ils vont dire, nous avons lutté longtemps, et on arrive au pouvoir, c'est pas nous qu'on prend, on prend d'autres personnes et on vous dit qu'on n'est pas l'expertise. Mais comment on a fait pour renforcer l'expertise de ceux qui sont partis pendant très longtemps? Vous allez par exemple en Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle le shadow government. C'est-à-dire dès l'instant où vous avez un Premier ministre qui est au pouvoir, travailliste, les conservateurs sont dans l'opposition, ils mettent en place un shadow government, c'est-à-dire un gouvernement de l'ombre. Ils ont leur ministre de la justice, ils ont leur ministre de l'Intérieur de l'opposition, ils ont leur ministre des Finances de l'opposition, et ces cabinets préparent des contre-propositions. Vous êtes ministre de la Justice, vous savez que la contre-proposition existe dehors, et ils viennent vous confronter avec des chiffres, avec des données très construites. Et le jour où vous arrivez au pouvoir, vous ne cherchez pas les gens, parce que vous avez déjà au sein du parti des cellules, des cabinets, qui ont préparé secteur par secteur ce que vous aviez comme contre-proposition, des personnes qui les ont animées, qui ont y travaillé, et donc vous n'avez qu'à fonctionner des gens pour former les cabinets. Vous voyez, chez nous, on arrive au pouvoir, on n'a aucune idée d'action, une vision, on a beaucoup d'ambition personnelle, on a bataillé pour arriver, et le jour où on arrive, on se demande, maintenant j'ai fait quoi? Il faut chercher les tiroirs, on perd 6 mois, 7 mois, 8 mois, à chercher à monter je ne sais pas quoi. Ensuite, on va se battre à trouver les bons castings parce qu'il faut trouver les bonnes personnes. Et comme on n'a pas eu le temps de faire un travail de ressources humaines en amont, on va tâtonner, on essaie à tel qui n'est pas très fort, vous le remplacer par tel. Mais comme il faut en même temps allier compétence et loyauté, c'est difficile de trouver de la compétence dans toute la loyauté qu'on a. On perd en temps et puis on se rend compte que est très court. Ensuite, on veut prolonger un peu le mandat, il faut que ce soit 7 ans. Pas 7 ans, il est très court. C'est parce que nous perdons nous-mêmes le temps à ne pas nous préparer. Vous voyez? Donc ça, c'est un problème de classe politique, un problème de système partisan que nous avons, c'est un problème de vision d'acteurs politiques. Et le jour où on va peut-être améliorer la qualité des acteurs politiques, on aura notre débat. Et c'est aussi, je le dirais peut-être par là, que la population n'est pas assez exigeante. La population n'est pas assez exigeante en termes de débat. Ce n'est pas uniquement pour la présidentielle, aller aux législatives. Mais lorsque nous allons en campagne, la campagne électorale n'est pas un moment de dialogue. Ce n'est pas un candidat qui vient parler, c'est un candidat qui vient distribuer. Les pagnes, les bassins, les gobelets, et ainsi de suite, et les quelques 5 000 francs. C'est ça le débat politique chez nous. Qu'importe ce qu'il dit, c'est pas la faute au peuple. Qu'importe ce qu'il dit, je suis d'accord, ce n'est pas la faute à la population, c'est la pauvreté, c'est l'éducation citoyenne. On n'a pas suffisamment formé notre population pour qu'elle comprenne que la participation politique, c'est quoi concrètement et comment je suis censé faire un vote de qualité pour améliorer la gouvernance. Ouais, quand on ne fait pas ce travail d'éducation citoyenne, quand la pauvreté mine une population, il ne faut pas se leurrer, on a 67% des Congolais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire avec moins de 1,9 $ par jour. 67%. Donc on peut faire bonne conscience. Mais quand vous avez 67% des Congolais sous le seuil de la pauvreté, c'est difficile de mettre un débat politique au cœur de l'action publique. Donc il faut un travail de citoyenneté, il faut un travail de lutte contre la pauvreté, mais il faut en même temps que la population soit plus exigeante. Donc dès que vous avez la possibilité d'être devant un candidat, donnez-lui la possibilité de s'exprimer, de vous dire quelles sont les idées qu'il amène, parce que ce n'est pas sa personne qui change le pays. Qu'importe la personne qu'on met sous le fauteuil présidentiel ou au Parlement, ce n'est pas sa personne qui change le pays. Ce sont ses idées. Voilà. Jean-Marc Abounda a accompagné le président depuis plusieurs années, depuis le début de son mandat.
vers la fin de son mandat, à quelques mois, il se décide de se désolidariser avec l'UDPS. Doit-il rester à l'Assemblée nationale? Bon, c'est un débat pertinent. Si on est d'un point de vue, si on est légaliste, d'un point de vue légal, il pourra rester. Pourquoi? Mais parce qu'on a dans ce pays une jurisprudence. C'est la jurisprudence Kisombe. Durant la législature 2006-2011, Yves Kisombe a été radié du MLC parce qu'il avait pris des positions qui, à l'époque, c'était durant l'affaire Némon Dansemi. Il avait pris une position politique qui était à l'encontre de son parti et le MLC à l'époque avait décidé de l'exclure. Il a gardé son siège pendant tout un mandat parce que la Constitution, évidemment d'ailleurs l'Assemblée le dit, c'est lorsqu'un député a délibérément quitté son parti politique qu'il perd le siège. Parce qu'effectivement, le siège est lié à la liste politique. Mais est-ce que Jean-Marc Aboun a délibérément quitté l'UDPS ou exclu? Ça, c'est d'un point de vue légal. Mais d'un point de vue politique, il y a un rapport de force politique qui s'impose. En 2006, le FCC ou le AMP à l'époque avait intérêt à garder Yves Kisombe parce que ça fragilisait le MLC. Ce E qui avait la majorité. Le MLC n'avait pas la majorité politique pour faire partir Yves Kisombe. Aujourd'hui, les rapports de force sont différents. C'est l'UDPS, ou tout du moins l'Union sacrée, qui a la majorité politique. Est-ce que cette majorité politique va-t-elle accepter de s'enfermer dans le juridisme ou va-t-elle tenter autrement de le faire partir politiquement? Est-ce que l'action judiciaire disciplinaire ouverte par le bureau n'est pas une passerelle pour l'exclure, le radier ou le sanctionner sans s'enfermer dans la bretelle juridique de délibérément? Voilà. Comment vous justifiez, c'est là politiquement, l'Assemblée nationale s'attaque à Jean-Marc Aboun? Bon, politiquement, je dirais que ce n'est pas une bonne stratégie. Parce qu'en fait, Jean-Marc Aboun, comme politique, est un fait privé qui a quitté un autre fait privé qui s'appelle UDPS. Et donc la question relève, je dirais, de la dimension privée. L'Assemblée nationale est une institution. Lorsque l'Assemblée nationale décide d'interagir dans ce qui est une opposition entre deux acteurs privés, sa prise de position peut être interprétée comme une prise de position appendice à l'UDPS. Et ça ne conforte pas la grandeur, la crédibilité de l'institution d'être perçue comme une sorte d'appendice d'un parti politique, fût-elle la majorité au Parlement. Donc ça ne conforte pas la dignité de l'Assemblée. Et donc il y avait peut-être d'autres façons d'amener le débat sans que soit impliqué le bureau au premier point et de donner le sentiment, la perception que c'est l'Assemblée qui répond politiquement à Jean-Marc Aboun après son attaque au chef de l'État. Et puis, en termes de séparation de pouvoir, ce n'est pas non plus un élément, je dirais, qui conforte la séparation de pouvoir. On sait que le Parlement est séparé de l'exécutif. Et donc, cette distanciation aurait appelé le Parlement, sur cette question-là, à avoir un autre regard pour conforter la séparation de pouvoir. On a la perception également qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nette séparation de pouvoir entre l'exécutif et les législatifs, et que l'ascendance de l'exécutif se sent de manière véritable sous le Parlement, et je ne pense pas que ce soit à son crédit. Et si par exemple la justice poursuivait Jean-Marc Aboun, comme on avait fait avec Pierre Oluara, est-ce que ça sera une décision qui provient du président de la République? Le procureur général a la liberté de poursuivre les infractions, de rechercher et de poursuivre les infractions. Si le procureur avait estimé, dans les délais lui impartis par la loi, qu'il y avait matière à infraction et qu'il pouvait rechercher des infractions, dans sa liberté, sa diligence, certainement qu'il aurait agi. Le problème, n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est est-ce que nous avons un appareil judiciaire assez autonome, un Parlement assez autonome, capable d'engager une action judiciaire sans l'implication du pouvoir politique? Ou est-ce qu'il s'agira d'une instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques? C'est ça le problème. Et en quoi, politiquement, cela sera profitable au président de la République? On le sait, en Afrique notamment, l'opposition s'est toujours construite par la capacité à résister à un pouvoir.
et généralement assez victimisée. L'UDPS et UDPS parce qu'elle a su construire cette stratégie de victimisation. Donc taper sur Jean-Marc Aboun, c'est l'aider à se victimiser et donc sans le vouloir ou peut-être par inadvertance, on consolide un leadership politique pensant le combattre. Voilà. Étant victime, hein, Jean-Marc Aboun peut-être cherche à se défendre ou à se défouler. Les stratégies ou les méthodes qu'utilise Jean-Marc Aboun, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions après sur l'UDPS ou sur le président de la République? Parce qu'il y a des secrets. Bon, je ne sais pas. Non, il y a des secrets en famille, peut-être qu'on ne devait pas dévoiler. Je ne sais pas. Secrets de famille politique. Hein, je ne sais pas quel type de secret il peut le tenir. Je crois aussi qu'en politique, il y a une certaine élégance. Parce que la politique, elle est tellement dynamique que les ennemis d'hier peuvent devenir amis demain. Et en même temps, ce ne sera pas à son profit de conforter l'hypothèse selon laquelle, qu'en nombre d'États, vous avez accédé à certaines informations, et demain, quand vous vous séparez, vous pourrez le divulguer. Ça veut dire les prochains alliés de demain se diront, si nous sommes en alliance avec vous, et que nous commençons à vous dire des choses, vous êtes capable de les répéter autant que vous l'avez fait hier. Donc c'est une stratégie à double tranchant. Autant ça vous conforte dans la confrontation, autant auprès des autres potentiels partenaires, ça vous refroidit. Parce que vous ne construisez pas, vous ne participerez pas à construire une stature de confiance. Si vous êtes capable de trahir, bon, je prends les mots, il est très fort, mais tout du moins de vous séparer de votre ancien partenaire, c'est un peu comme dans la vie ordinaire, vous avez un patron, vous décidez de quitter votre patron, vous quittez votre patron avec du chantage. Le prochain patron qui vous recrute, c'est que vous avez quitté votre ancien patron pour chantage. Et donc soyez rassurés qu'il ne va pas vous prendre avec un regard innocent. Donc c'est ça également l'autre versant de cette stratégie-là qui peut ne pas lui être profitable à long terme. Et ensuite, la politique est un jeu qui se joue au centre, qui se gagne au centre, qui se joue à l'extrême, mais qui se gagne au centre. Et donc, autant on peut s'éloigner pour avoir la capacité de se distancier, autant être capable de se rapprocher pour assembler et gagner. Donc, si on s'extrémise trop, on ne sait plus revenir pour des concessions. Donc, la vie politique étant dynamique, on s'exclut pour un délai moyen à long terme d'un potentiel partenaire qu'on aurait pu garder. C'est sans de choix. Il a fait le choix de jouer les radicales. Ça a de conséquences. Et comme je le dis, lorsque vous faites une sorte d'attaque frontale, les dégâts sont énormes de part en part. Voilà. Il y a toujours les alliés politiques. Jean-Marc Aboun d'aujourd'hui, il est libre de faire ce qu'il veut. Il peut s'allier avec Moïse Katumbi ou les FCC avec Joseph Kabila. Ça sera possible? La politique est l'art du possible. Il n'y a rien de possible en politique. Parce qu'on a déjà eu une alliance Kabila-Tshisekedi, ce qui était impensable. On a aujourd'hui une alliance Félix-Bemba. Hein? Et Bemba contre Katumbi probablement. Donc ce sont des... En politique, il n'y a pas d'impossible, il n'y a que des possibilités. Maintenant, dans le jeu de positionnement, ils peuvent négocier pour aller vers un KKK, c'est-à-dire Kabila, Katumbi, Kabound, peut-être pas Kamere, mais on aura un KKK à la congolaise. C'est possible parce que s'ils veulent maximiser leur chance d'être relus, ils ont intérêt à se regrouper. La grande difficulté, c'est qu'on sait, on a eu Genval, qui a échoué. On a eu en 2011 la rencontre Tshisekedi, Kamere, Kengo au Canada pour tenter d'avoir le candidat commun de l'opposition qui a échoué. Est-ce qu'en 2023, on saura avoir une opposition capable de parler d'une seule voix avec tous les égos que nous avons? Est-ce que Katumbi peut accepter d'aller derrière Fayoulou ou inversement Fayoulou peut accepter d'aller derrière Katumbi? Ça, c'est le grand inconnu. Tout dépendra de l'intelligence stratégique des opposants, de leur choix stratégique. Franck Diongo a tenu son point de presse. Il est revenu à propos sur le même
problème que Kabound avait relevé. Est-ce que ce n'est pas parce que Franck Diongo n'a pas trouvé gain dans ce régime qu'il décide de partir et il profite du divorce de Kabound pour que lui aussi il s'élance sur la scène? Bon, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est celle que vous avez évoquée, celle de la gestion des ambitions. Lorsqu'on appartient Et c'est ça la faiblesse des plateformes chez nous, c'est qu'on a des plateformes tellement éléphantesques que pour gérer les ambitions politiques des uns et des autres, c'est plus compliqué. Franck Diongo en a fait les frais parce que le rapport de force a changé au sein de ce qu'on appelait Cash. En fait, la première alliance Cash, celle de 2019, n'était pas aussi large que l'Union sacrée aujourd'hui, qui a reçu tous les transfiges du FCC, parce qu'il fallait changer les rapports de force au niveau parlementaire. Et donc, la bataille étant parlementaire, tout ce qui était extra-parlementaire et qui n'avait pas les capacités d'apporter, je dirais, une sorte de soutien en termes d'élus pour former une nouvelle majorité, ont été marginalisés. Donc le fait que Franck Diongo se soit retrouvé en prison en 2018, qu'il ait raté les élections et qu'il ne soit pas au Parlement, lui a fait rater l'une des séquences politiques majeures qui a déterminé le rapport de force que nous avons aujourd'hui. Donc l'Union sacrée, aujourd'hui, est composée des patrons des partis, de ceux qui ont apporté les strapotins, qui ont permis de construire le nouveau rapport de force en faveur du président. Et donc la gestion des ambitions de ceux qui n'étaient pas à l'intérieur du Parlement, qui n'ont pas pu apporter ce surplus nécessaire à la construction de la majorité, se pose. Donc c'est un aspect important. Deuxièmement, c'est que nous sommes dans un environnement politique fait d'incertitudes. Est-ce qu'il y aurait élection ou non? Dans l'hypothèse où il n'y aura pas élection, ce n'est qu'une hypothèse, les acteurs politiques se positionnent. Ils se positionnent tant pour suivre la vague de l'opposition que pour se positionner en acteur pouvant prendre part à une table ronde. Et donc, comme acteur politique, Franck Diongo se positionne tant pour 2023 que pour un potentiel table ronde de négociations qui pourrait advenir. La politique congolaise complique et la population et les politiques eux-mêmes. Déjà, Martin Fayoulou, qui avait commencé à lancer, que les pays ne fonctionnent pas, le président de la République, c'est un danger. Kabound vient lancer la même chose, Franck Diongo aujourd'hui. Demain, on ne sait pas si ça sert à qui. N'est-ce pas un danger pour le président de la République? Si c'est présenté encore en 2023, ça sera un échec? Bon, déjà, le président, il a deux défis. C'est qu'en 2023, il ne viendra pas un homme nouveau. En 2018, il pouvait dire « j'ai les mains propres, je n'ai jamais géré, l'UDPS n'a jamais été au pouvoir, les autres ont totalement géré et ils n'ont jamais rien fait de bon pour le pays et donc nous sommes là pour la solution ». Les gens, beaucoup ont voté, ont cru en l'UDPS parce que justement pendant 37 ans, ils ont porté un discours novateur, un discours de rupture, de radicalité, qu'on veut se dire « bon, les autres ils ont tous fait, donnons également à eux la chance de gérer ». Oui, mais en 2023, il ne peut pas dire ça. Il est en train de gérer. Il a un bilan à présenter, il a un passif à porter. Et donc en 2023, il lui faudra d'abord présenter son propre bilan et de supporter un passif. Ça, c'est un petit problème qu'il doit en premier régler. Parce que s'il n'a pas un bilan plus ou moins crédible à construire, s'il ne sait pas réduire le passif au profit de son actif, il n'aura pas une offre à présenter à la population congolaise. C'est son premier challenge. Ensuite, c'est les autres. C'est-à-dire, quels sont les autres qui sont en compétition avec moi? Maintenant qu'il a plusieurs têtes d'opposition autour de lui, est-ce que ceux-là sont capables de se réunir, de faire un front contre lui et à proposer une offre qui va attirer les Congolais? C'est ça les deux challenges sur lesquels il doit travailler. Donc s'il n'a réussi pas à construire une offre sur laquelle les Congolais peuvent croire, s'il ne réussit pas stratégiquement à se positionner pour fragiliser les autres qui sont en face de lui et que les autres stratégiquement se positionnent mieux, il sera vraiment en difficulté. Il sera vraiment en difficulté, d'autant plus que 5 ans, les temps passent vite et les actifs et les passifs, pour les équilibrer, ce n'est jamais facile. On parle de glissement. S'il y a glissement ou pas, admettons que le président de la République
organise les élections comme l'ancien président Joseph Kabila avait fait, si il organise, il y a deux choix. Soit il passe, soit il ne passe pas. Quelqu'un doit le remplacer. Présentement, là, tout le monde l'accuse d'une mauvaise gestion. Pensez-vous qu'il pourra être capable, en 2023, s'il ne réussit pas, de laisser la place? Ou s'il réussit, ça sera par glissement comme les gens pensent? Le Congo est un pays très compliqué et le peuple congolais est un peuple imprévisible. Vous avez peut-être le sentiment qu'il dort, mais lorsqu'il se met à sortir dans la rue, avec cette jeunesse que nous avons, avec toutes les frustrations, elle est difficilement gérable. On l'a vu en 2016, on l'a vu en 2017. Est-ce que le président a les moyens de se faire réélire? Tout dépend de lui et de tout ce qu'il a en main comme éléments de poste. Je vous l'ai dit, qu'il a un bilan à présenter. C'est-à-dire nous sommes en 2022, il a encore 16 mois. C'est à lui, par l'action politique, par les politiques publiques, de montrer des éléments de son actif. C'est à lui de consolider une image et à son équipe de communication qui conforte, je dirais, une perspective de changement. Ça, c'est à lui de travailler. Maintenant, s'il ne le fait pas, et que les urnes donnent notre gagnant, est-ce qu'il resterait? Je ne sais pas répondre à sa place. Mais il y a une dynamique au Congo, interne, internationale, qui évolue très vite. Qui évolue très très vite. Nous parlons de dynamique, depuis qu'on a commencé, nous parlons que de l'élément dynamique interne. Nous ne parlons pas de la dynamique internationale, extérieure. Quelle sera, jusqu'en 2023, la dynamique extérieure? On le sait, les pressions extérieures chez nous sont très fortes. Et lorsqu'elles sont très fortes, le système à l'interne ne tient pas. Est-ce qu'il va bénéficier d'une sorte de complaisance de la communauté nationale? S'il y a une sorte de complaisance, ce ne sera pas un feu vert, mais un feu orange. Mais si la communauté nationale, comme en 2015 ou comme en 2016, fait de la pression, est-ce que le pouvoir en place aura les capacités de tenir face à une pression extérieure ou une pression intérieure à la fois combinée, comme on l'a vu avec les marches de l'Église catholique durant 2017, la pression diplomatique? Est-ce que ça pourra tenir? Ce sont des questions pour lesquelles on n'a peut-être pas tous les éléments de réponse, mais ce sont des questions qui peuvent donner des réponses à votre préoccupation. Donc c'est au système actuel de présenter à la fois des éléments à l'interne ou à l'international, parce que l'environnement il est interne et international, pour permettre à ce que les élections nous conduisent vers une stabilité. Moi je crois que la meilleure des solutions, c'est d'avoir des élections de stabilité. Au Congo, on a quand même un peu progressé, parce qu'on a, même si on peut contester, mais on est le seul pays de la sous-région à avoir une forme d'alternance. Voyez-vous, une forme d'alternance. Et pour consolider d'ailleurs l'alternance, il faut qu'il y ait au moins deux alternances dans l'alternance. Ça veut dire ceux qui sont au pouvoir partent, ceux qui sont à l'opposition viennent, ceux qui sont à l'opposition partent, ceux qui sont au pouvoir viennent. Et si eux partaient, alors là, vous avez un bon cycle de stabilité pour consolider la démocratie. Ce sont des étapes de croissance. Notre démocratie, elle est très jeune. Elle est très très jeune. Donc on ne va pas marcher à deux pas rapidement en courant. On va certainement, comme un bébé, tomber un peu, nous relever. Mais le souhait, c'est d'avoir cette alternance-là, assez récurrente, pour instaurer dans la tête des acteurs politiques que le pouvoir, ça, on peut le quitter, revenir. Que ce n'est pas une fin du monde parce qu'on est appelé à quitter. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez une classe politique qui a la cinquantaine. Ça veut dire vous avez Joseph Kabila qui a la cinquantaine, vous avez Félix qui a la cinquantaine, des acteurs qui peuvent avoir un rôle politique à jouer pendant plus de 20 ans. Peut-être c'est Mouzitou qui avance en âge, hein, Kamitatou qui a la cinquantaine. Tous les grands chefs des partis politiques aujourd'hui, que ce soit Sessanga, c'est la cinquantaine. Donc ils sont très peu à être dans la septantaine, ils sont en train de partir. Donc cette classe politique très jeune, qui peut jouer un rôle pendant 20 ans, peut penser différemment à la politique que ceux qui ont pensé avant qu'eux, c'est-à-dire en vouloir rester longtemps, 20 ans, et puis casser tout l'héritage qu'on a construit. Tout est question de choix des acteurs. Monsieur Christian,
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Merci parce que vous avez été des nôtres. On se donne rendez-vous prochainement.